Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce dimanche dans le Club de la Presse. Ce soir, nous parlerons du congrès extraordinaire du PDCI-RDA le 16 décembre. 5 candidats. Mais le consensus est-il possible? L'autre fait de l'actualité, le retour de Guillaume Soro en Afrique, notamment dans le Sahel. Comment comprendre cette nouvelle posture? Et nous recevons nos analystes pour commenter et décrypter cette actualité, en commençant par vous, docteur Bamba Sidiki, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Félix Boni est avec nous ce soir, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Félix Boni qui est éditorialiste. Plaisir de recevoir également Jérôme Dri, qui est journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Et nous recevons pour terminer Lanciné Bakayoko, qui est journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI1. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le Club de la Presse. Le PDCI-RDA en congrès extraordinaire le 16 décembre prochain, 5 candidats déclarés. On en parle avec Davis Soyo, on se retrouve. 5 candidats en lice pour la présidence du PDCI-RDA. Jean-Marc Yassé, délégué communal de Cocody, Noël Akossi Benjo, vice-président du parti, Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif en chef, Moïse Koumoué Kofi, vice-président du parti, et Tidiane Thiam, ancien ministre du président Bédié. Chaque candidat présente un profil différent et singulier. Après le dépôt des dossiers de candidature, chaque candidat affûte ses armes pour convaincre et séduire le maximum d'électeurs. Les 5 personnalités sont toutes des figures politiques importantes en Côte d'Ivoire et particulièrement au PDCI-RDA. Elles disposent d'une base de soutien significative et sont susceptibles de jouer un rôle important dans la course à la succession de feu Henri Konan Bédié. Selon les sondages, l'ancien ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire et ancien président directeur général de Crédit Suisse est considéré comme le favori. Cependant, l'issue de cette élection semble incertaine parce que les 4 autres candidats sont également adoubés par une grande partie de la base, les jeunes notamment, et certains caciques. Récemment, une rencontre organisée par le président intérimaire, le Dr Philippe Kopli-Boni, s'est tenue à sa résidence en présence de la quasi-totalité des candidats. Seul Moïse Koumoué Kofi manquait à l'appel. Objectif, concilier les positions et trouver un consensus. Alors, messieurs, on va commenter justement, faire le tour sur ces candidatures, surtout la question centrale, d'ailleurs, qui est une tradition au PDCI-RDA. Félix Boni, on commence d'abord par le consensus, mais est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible en politique et depuis un moment, je crois que des cadres et beaucoup de voix au sein du PDCI-RDA parlent de consensus pour que à 24 mois des prochaines élections présidentielles, ce parti puisse préserver, j'allais dire, l'essentiel, après avoir connu quand même une saignée avec la séparation avec le RHDP. Et donc, le mot consensus est de plus en plus d'actualité dans cette formation politique. Aujourd'hui, nous sommes à 20 jours quand même de la date prévue pour le Congrès. Alors, le consensus doit se faire comment? Autour de l'un des candidats, autour du président par intérim qui est encore dans le fauteuil, autour de qui ce consensus devrait se faire et sur la base de quel principe. Alors, ce sont les grandes questions que les gens se posent, mais je crois que rien n'est impossible en politique. 20 jours, c'est peut-être peu, mais c'est encore beaucoup. Ils peuvent toujours s'entendre et puis éviter éventuellement, j'allais dire, mettre fin aux diatribes, aux postures, j'allais dire, radicales dans les différents camps des différents candidats. Par contre, le PDCI s'appelle le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Alors, tout ce bouillonnement participe de la démocratie à l'intérieur de cette formation politique. J'estime que ce parti n'est pas en crise, mais plutôt traverse l'épreuve de la démocratie et qu'au bout de tout cela, il pourrait quand même préserver cette unité. Toutefois, s'il y a un consensus, c'est aussi bien aussi pour... ça fait partie aussi de la démocratie. Vous avez posé une question. Consensus autour de qui? Je vous ramène la question. Autour de qui? Aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 candidats qui sont déclarés. Il y a des candidats qui sont véritablement à couteau tiré. Il y en a également qui sont un peu, j'allais dire, qui ne font pas l'objet d'attaques. Alors, s'il y a consensus, moi, a priori, si je regarde bien, je dis pour ne pas que peut-être certains, peut-être en veillent à d'autres, peut-être le président sortant
peut être celui autour duquel ce consensus peut se faire pour éventuellement éviter les adversités qui continuent actuellement de s'animer. Le président Kopli Le président Kopli et puis éventuellement les différents candidats. Parce qu'il y a une proposition quand même qui a été faite par des cadres qui ont estimé qu'il peut faire le consensus autour d'une personnalité qui n'a rien à voir avec les candidats et que les différentes régions, délégations régionales puissent déléguer des personnalités pour être des vice-présidents autour de ce président, pour conserver l'essentiel, aller à la convention, désigner un candidat et puis aller aux élections présidentielles toutes unies. Je crois que c'est l'une des propositions qui est sortie. Donc, je crois que les dirigeants du parti peuvent analyser cette proposition. Et vous êtes plutôt pour cette proposition? Non, moi, je ne peux être pour ou contre, d'autant plus que je ne suis pas... Ah oui, c'est votre avis? Mais c'est un avis oui, que je bien donne. sûr, c'est de ça que je parle. Voilà. Oui. Docteur Bamba? Oui. Donc, consensus autour des TIAM. La chose, quand même, elle est là, c'est flagrant. Je crois qu'il ne faut pas essayer de... Voilà, l'analyse, en tout cas, elle est personnelle. Et quand on regarde le tableau tel qu'il nous est présenté, en tout cas, honnêtement, pour moi, la personne de profil qui se présente, c'est TIAM, c'est-à-dire dans la mesure où il répond à plusieurs critères. Voilà, les critères, on a déjà débattu ici. C'est un homme qui pourrait faire consensus. Sinon, pourquoi chercher le consensus si ce n'est pas autour des TIAM? On aurait resté quand même le PDCI pouvoir faire ses joutes électorales pour qu'on puisse voir de qui il s'agit. Je pense, en tout cas pour moi, tel que les choses se disent et se voient, à travers les analyses et le positionnement des uns et des autres, en tout cas, si consensus il doit avoir, c'est forcément au niveau de TIAM. Autour des TIAM, en tout cas, moi je pense, sincèrement. Voilà, maintenant, nous sommes en politique, comme l'a dit Boni, nous sommes en politique et tout est possible. Et dans l'histoire du PDCI, comme vous-même vous l'avez dit en début d'émission, le consensus fait partie de l'ADN du PDCI. Dans la mesure où, quand le PDCI devient parti unique de fait, ils ont vraiment gagné les élections en 1959. Ils ont raflé les 60 sièges du député du territoire ivoirien. Donc, ils sont restés parti unique de fait. Et jusqu'en 1990, donc, de tout temps, la démocratie pour eux s'est définie dans le fait qu'il y avait un chef providentiel qui était Félix Houphouët-Boigny. Donc, ces genres de choses étaient encore possibles. Aujourd'hui, il n'y a pas ce chef charismatique. Donc, comment le PDCI doit-il faire pour s'en sortir? En tout cas, c'est une question que vous me posez. Mais pour moi, en tout cas, le tableau tel qu'il est présent aujourd'hui, il est présenté aujourd'hui, TIAM, en tout cas, est celui autour de qui le consensus doit se faire ou pourrait se faire, parce qu'il semble, en tout cas, avoir la figure de l'homme providentiel. Et dans le microcosme politique ivoirien, tout le monde se compare à M. Ouattara. Et l'ADN professionnel de M. TIAM semble être cela qui peut avoir, en tout cas, l'adoubement de chacun, en tout cas. Jérôme Dri, c'est votre avis? Bon, pas vraiment. Je vais rebondir un peu sur ce que le président Boni a indiqué. Dans cette recherche du consensus, il faut rappeler le fait quand même, le président Kopli, pour ces élections, a mis en place certaines structures. Donc le collège de conciliation, de recherche de consensus, dirigé par le vice-président Bombé, Émile Constant Bombé, qui a pour mission de pouvoir rechercher ce consensus-là autour, parmi ces 5 candidats. Il faut rappeler que nous avons Noël Akossi Benjo, nous avons le maire Jean-Marie Yassé, il y a Tidiane Thiam, il y a Komoyo Kofi, il y a notamment le ministre Dikaoué. Donc c'est parmi ces personnes-là que le comité de conciliation doit rechercher le consensus. Le schéma que Félix Boni a présenté, ça, peut-être on va dire que c'est un autre schéma au cas où peut-être ce consensus ne réussirait pas. Mais parlant de consensus, il faut dire que ce n'est pas nouveau quand même au PDCI-RDA. Même pour le congrès qui était fixé, malheureusement le président Konan Bédié est décédé, il y avait eu un consensus quand même autour de la candidature du président Konan Bédié. Il devait être le candidat unique à ce congrès-là, parce qu'il y avait eu déjà un consensus qui était engagé autour de sa candidature. Mais autour de qui ce consensus doit être fait, c'est la question que les uns et les autres se posent aujourd'hui. Mais le comité de conciliation est en train de travailler. Déjà, vous avez pu voir dimanche dernier, les 5 candidats ont été reçus par le président Kopli Boni, qui avait à ses côtés ce comité-là, ce collège de conciliation. Ils sont en train de travailler. Je pense qu'il ne faut pas aller en besogne. Non, mais la question finalement, c'est ça, vous l'avez dit, et on est tous d'accord, c'est que c'est une tradition. Est-ce que cette fois, la tradition soit respectée? C'est ça la question. Oui, mais en fait, c'est le souhait du président Kopli Boni que de certains doyens du PDCI-RDA que
cette tradition soit respectée pour éviter que, comme l'a dit le président Kobli Boni, toute élection laisse quand même quelques stigmates. Donc pour éviter peut-être ces stigmates-là, c'est mieux pour le PDCI qui aujourd'hui traverse une situation difficile. C'est vrai, il n'y a pas de crise, comme l'a dit Félix Boni, il n'y a pas de crise au PDCI RDA, mais le PDCI traverse, on va dire, une situation de démocratie en interne. Il n'y a pas de crise en tant que telle. Mais certains aînés du PDCI, certains doyens du PDCI souhaitent qu'il y ait un consensus pour éviter beaucoup de choses à l'élection du président du parti. Mais au cas où il n'y a pas de consensus, le PDCI est un parti démocratique, ils iront aux élections. Évidemment. C'est le cas de en 2013, au 12e congrès. Oui, bien sûr. Le président Anne Bédi avait en face de lui deux candidats. Oui. Ils sont allés aux élections et le président Bédi a gagné les élections. Oui. Dans Sine Bakayoko. Consensus autour de Tidjane Thiam, moi, ce n'est pas ma ligne de défense. Parce que Tidjane Thiam, si vous voulez, il n'a pas encore suffisamment montré son ancrage au PDCI RDA. Et moi, je vois sa candidature comme une candidature d'opportunisme. Parce qu'il se comporte comme s'il était en leasing, en français facile, qu'il voulait louer le PDCI pour pouvoir assouvir ses desseins présidentiels. Et donc, je pense que s'il doit y avoir consensus, ça doit se faire autour d'une personnalité, si vous voulez, l'un des aristocrates du PDCI RDA. Vous pensez à qui? Moi, je pense à tout le monde sauf à Tidjane Thiam. Il y a 5 candidats quand même. Oui, mais les 5 candidats... Est-ce une posture du tout sauf? Non, je ne suis pas dans une posture du tout sauf Tidjane Thiam, mais je dis que Thiam n'a pas la légitimité nécessaire pour pouvoir diriger aujourd'hui le PDCI RDA. Parce qu'il vient, si vous voulez, d'arriver. Il est venu trouver des gens là qui sont, si vous voulez, la racine même, le prototype même, c'est-à-dire qu'ils se confondent au PDCI RDA. Vous avez parlé de Koumé Kofi, vous avez parlé de Maurice Kakou Dikawe, Noël Akossi Benjo, tous ceux-là ont démontré qu'ils sont des enfants du PDCI. Mais vous voyez, Tidjane Thiam, ce n'est pas le cas. C'est un militant intermittent. Et donc, je pense qu'un parti de la stature du PDCI RDA doit pouvoir se définir à partir de quelqu'un qui connaît tous les rouages, tous les recoins, les coins et recoins du PDCI RDA. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit le cas au niveau de Tidjane Thiam. Mais on a quand même vu une sorte d'effervescence autour du dépôt de sa candidature. Est-ce que Lanciné parlait de légitimité? Bon, est-ce que ça ne commence pas déjà là? Non, Lanciné parle de légitimité. Moi, je n'arrive pas à bien cerner ce qu'il vous dit. Bon, laissez-le terminer, alors il va bien vous expliquer. Lanciné. La légitimité, vous savez, en politique, tout ça peut être manipulé. Tout ça peut être manipulé, il peut drainer des foules, mais je pense que la candidature de Thiam, c'est aussi peut-être une candidature de dépit. Une candidature de dépit face à un RHDP qui aujourd'hui monopolise quasiment la scène politique. Donc les gens, quand ils regardent le profil de Tidjane Thiam, ils voient un peu une sorte de photocopie d'Alassane Ouattara qui peut aller rivaliser avec lui. Donc je pense que la candidature de Tidjane Thiam fait partie des calculs d'opportunisme, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'aujourd'hui, si Tidjane Thiam a loué le véhicule PDCI, c'est simplement pour des questions circonstancielles. Quand sera-t-il après qu'il soit arrivé à la gare? Bon, je vois bien que Félix Boni n'est pas d'accord. Non, j'approuve et j'aime bien son expression louer le véhicule PDCI parce que c'est quand même, ça ressemble bien à quelque chose de pareil. Je suis d'accord avec Bakayoko jusqu'à un moment donné et je dirais en répondant au professeur Bamba, il ne faut pas confondre Thiam avec Alassane Ouattara. C'est pareil, je réponds encore à la même question, Bakayoko. Parce que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a engagé, qui était d'abord Premier ministre, qui était déjà dans l'arène politique, Premier ministre, et qui a continué en restant à demeurer dans l'arène politique et qui a fondé son parti après. Je parle de sa statut professionnel, surtout son parcours, son cheminement professionnel au niveau des institutions internationales. Ce CV professionnel, je crois qu'il y en a au PDCI quand même, hein, même si les autres aussi auraient pu procéder. Je parlerai de Thierry Tano qui aurait pu, pendant qu'il est dans l'appareil également aussi, lui, c'est même pas une location. La clause de 10 ans. Justement, la clause de 10 ans, et cette clause de 10 ans, elle a été sortie aussi par rapport à Tidjane Thiam, par rapport à sa longue absence du territoire. Et ça, le débat fait court déjà. Hein. Parlons-en si on doit parler de bien sûr, il faut y aller parce que... Ce débat qui fait court. J'avais 23 ans absent d'un pays. D'abord, vous ne connaissez pas le pays physiquement, géographiquement. Il est quand même ivoirien. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Non. Est-ce que c'est vraiment juste de dire qu'il n'a pas... Je suis désolé.
Non, quand on a été ministre 23 ans Jérôme, auparavant, le pays a évolué. le- Alors regardez ceux qui sont allés en exil, les pro-Gbagbo qui sont allés en exil, qui sont revenus récemment. Mais quand ils rentrent à Abidjan, ils disent on ne reconnaît plus Abidjan. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent même plus Abidjan. Je ne parle même pas de l'intérieur parce qu'il y en a qui vont découvrir qu'en allant chez eux, il y a un nouveau pont qui désormais relie le village d'avant à leur village, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est aussi ça la réalité. Mais gouverner, c'est gouverner d'abord un territoire, mais c'est gouverner un peuple. Alors, location, oui, je dirais oui. Quand vous parlez de consensus, mais il y a de grandes personnalités parmi les 5 qui peuvent également faire l'objet du consensus. Si je parle par exemple de Noël Akossi Benjo, mais ce sont ceux-là, la rénovation PDCI, c'est qui? C'était eux. Aujourd'hui, le PDCI, en profondeur, a besoin effectivement de réformes. Le PDCI parlait des 3 R, rajeunissement, rassemblement et il peut me prêter certainement le 3e mot, mais tout ça, ça n'a pas été fait. Ça fait 10 ans maintenant que... C'est des bouillonnements qui ont été faits par des personnes comme Noël Akossi Benjo. Aujourd'hui, des personnalités comme Michel Kofi Benoît qui, finalement, ne voyant pas venir les choses, ont dû sortir pour aller au RHDP. Aujourd'hui, si on doit faire un consensus, il faut regarder autour de ces personnes qui ne sont pas sorties du parti, malgré tous les tumultes qui sont restés, qui se sont battus jusqu'aujourd'hui, qui ont le discours du PDCI, qui sont connus par le peuple du PDCI, qui demain, s'ils devraient faire des nominations, n'allaient pas se concerter à des gens, mais qui connaissent les gens, les personnes, les gens avec lesquels ils vivent. Il ne faudrait pas chercher loin. Alors, n'oublions pas aussi que Tidiane Thiam a quand même sa formation Concorde nationale avec laquelle il vient. Je présume que si éventuellement le Congrès ne l'élit pas comme président du PDCI ou que la Convention ne le retient pas, il irait éventuellement sans le PDCI avec son propre véhicule personnel qui est Concorde nationale. Donc il faut éviter l'opportunisme en politique. En politique, la carrière politique se construit, se bâtit dans le feu, sous le soleil, sous la pluie. Vous verrez un monsieur qu'on appelle Emmanuel Macron, il est sorti de l'appareil de François Hollande, il a construit son appareil, il s'est battu avec son appareil, il est parvenu au pouvoir en France, mais on ne vient pas comme ça gripper d'un appareil pour pouvoir assouvir un destin politique. Mais Boni, il faut arriver un jour. Docteur Bamba. Oui, ben, moi, pour le moment, l'affaire concerne le PDCI. Les militants du PDCI sont ceux qui sont appelés à se prononcer sur ces candidatures. C'est eux d'abord que ça concerne, avant toute la nation ivoirienne. Ils vont nous apporter un candidat et chaque citoyen ira voter à la présidentielle pour ce candidat. Pour le moment, la problématique qui s'impose à eux, c'est comment faire pour qu'en notre sein, il y ait consensus. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, le PDCI a perdu le pouvoir depuis 1999. C'est vrai que tous les régimes qui ont été mis en place, ils se sont arrangés pour s'atteler à ces régimes-là, pour s'accrocher à ces régimes-là. C'est depuis 2018 qu'il y a une vraie rupture avec un régime qui est en place comme le RHDP. Mais quoi qu'on dise, le PDCI est aussi arrimé au RHDP parce qu'il y a beaucoup de membres du RHDP qui sont encore PDCI. Ça, on le sait. Pour moi, on ne peut pas, en tout cas pour l'heure, dénier à Thiam quoi que ce soit. Tout ce que nous sommes en train de dire est une vérité. L'homme n'était pas là pendant 23 ans, ça c'est sûr. Mais au-delà de tout cela, il allait déposer sa candidature. Donc on laisse le soin pour qu'on puisse faire ce qui aurait été intéressant, serait très intéressant, c'est qu'il y ait véritablement joute électorale et qu'un candidat puisse sortir de là. Mais le PDCI a conscience que il y a des stigmates qu'on a après les primaires. Les primaires n'ont jamais laissé un parti indemne. On a appris à elle les Français. C'est différent de chez les Américains où on a toute une année pour faire le tour de tous les États pour se faire élire comme candidat républicain ou candidat démocrate avant d'aller aux élections. Nous n'avons pas cette culture-là. Peut-être qu'elle va commencer maintenant. D'une façon ou d'une autre, on apprend la démocratie. Voilà. Jérôme. Bon, moi, je ne suis pas pour le fait de stigmatiser un candidat. Il y a 5 candidats qui sont très compétents au sein du PDCI-RDA. Comme je l'ai dit tantôt, le président du parti souhaite qu'il y ait une conciliation autour d'un candidat. Entre eux-mêmes, les candidats doivent choisir peut-être un autour de qui... Bon, c'est vrai que ce n'est pas possible. Puisque chacun individuellement est allé déposer sa candidature. On ne peut pas demander aux 5 de se voir et de dire qui est bon. Il ne faut pas présumer que ce n'est pas possible. Parce que les tractations continuent. Non, vous avez dit que les 5 candidats sont amenés à se parler et à dire... Non, les conciliations ont commencé. Par exemple, dimanche dernier, le président du parti les a reçus. Oui, bien sûr, oui. Il y a un comité qui travaille, un collège qui travaille pour cela. Mais je voudrais dire que tous les 5 candidats se battent. Les 5 candidats sont compétents. Les 5 candidats sont des militants du PDCI-RDA. Et comme l'a dit le professeur, ce sont les militants du PDCI qui seront amenés à se prononcer sur ces 5 candidats. Et au PDCI, ce n'est pas tous les militants qui votent. Il y a un collège quand même électoral.
C'est-à-dire ils sont près de 7, il y a les membres du bureau politique, les secrétaires généraux de section, ils sont environ 7000 qui doivent se prononcer, qui doivent choisir le président du parti. Donc c'est ceux-là qui vont se prononcer au cas où il n'y a pas de continuation. C'est ceux-là qui vont se prononcer sur ces 5 candidats. Donc pour l'instant, c'est pas bien de pouvoir... moi, je me mets pas dans cette posture, il faut stigmatiser un candidat. C'est pourquoi ces débats qui sont sur le niveau des réseaux, faisons très attention, sortez un peu des émotions pendant cette période électorale. Mais Jérôme, vous ne pouvez pas empêcher le débat. Vous ne pouvez pas empêcher le débat. Non, on n'empêche pas le débat. Mais il ne faudrait pas que le débat puisse dévier aussi. Donc, il faut apprécier la situation avec beaucoup de sérénité. Laisser d'abord le comité travailler. Ensuite, si cela n'a pas marché, bon, c'est un parti démocratique. Ils iront au jour électoral pour permettre aux 7000, plus de 7000 congressistes de pouvoir choisir. Oui, mais justement, on parle aussi, dans le débat dont vous avez parlé tout à l'heure, d'une personnalité du PDCI-RDA qui est présentée comme un héritier naturel en raison de son parcours, Maurice Kakou Gikawe, l'ancien Bakayoko. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment lui, autour de qui c'est possible le consensus? En tout cas, Maurice Kakou Gikawe a fait la preuve qu'il est très attaché au PDCI-RDA. Moi, je pense que tout à l'heure, il a parlé d'un collège, le collège électoral, c'est-à-dire le corpus électoral qui est un groupe assez restreint. C'est pour ça, toute la foule que Tidiane Thiam draine, il faut être quand même réservé sur le caractère de cette foule. Populaire. Alors, oui, le caractère populaire de sa candidature. Parce que c'est un collège qui vote et la réalité ici, c'est d'aller cibler le corps électoral qui va procéder au choix du candidat du PDCI. Ce n'est pas l'homme de la rue, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, à moins que vous soyez membre du bureau politique, mais ce n'est pas nous qui votons le candidat Tidiane Thiam. C'est un petit groupe qui vote le candidat Tidiane Thiam, un peu comme à la FIF. Donc ce ne sont pas ni les réseaux sociaux, ni le terrain de Port-Boué qui votent Tidiane Thiam. Alors, vous parlez de Maurice Kakou Gikawe. Aujourd'hui, Maurice Kakou Gikawe, il a dit, et on ne peut pas dire qu'il va y avoir de consensus, parce que quand on regarde les échanges épistolaires qui ont eu lieu entre Maurice Kakou Gikawe et le professeur Alphonse Kopi-Boni, il est évident qu'on ne va pas vers un consensus. Parce que je ne vois pas comment aujourd'hui Maurice Kakou Gikawe pourrait reculer pour sauter. Et c'est parce qu'aujourd'hui le débat est cristallisé par quoi? C'est parce que certains pensent que le président du PDCI sera le candidat naturel ou peut-être le candidat putatif au présidentiel de 2025. Mais je pense que Tidiane Thiam, sa candidature, certes, peut-être d'un point de vue, quand on regarde la texture de sa candidature, oui, c'est une candidature de poids, mais il fait face à beaucoup d'obstacles. Il fait face à beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire que même s'il traverse l'obstacle PDCI-RDA, je suis convaincu qu'il aura l'obstacle au niveau de la présidentielle. Parce que la Côte d'Ivoire n'admet pas la double nationalité. Le code de la nationalité de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 exclut complètement la double nationalité. Même si cette loi a été modifiée par la loi de 1972, alors la double nationalité n'est pas admise. Or, j'entends parfois le franco-ivoirien, donc il va falloir que Tidiane Thiam fasse patte blanche et qu'il nous fasse la preuve qu'il n'est attaché qu'à un seul pays, la Côte d'Ivoire, notre pays. Félix Boni, sur le cas Gikawe, oui, cette fois. Je crois que cette crise, justement sur le cas Gikawe, je crois que cette crise, ce qui se présente un peu comme une crise, est une crise un peu de cabinet. Parce que ceux qui ont servi le président Bédié, qui étaient autour de lui jusqu'à ce qu'il nous quitte parce que c'est le président de la République, l'ex-président de la République, et pas nous quitte en tant que militant. Alors, ceux qui ont servi autour de lui savaient qu'il avait 89 ans et qu'il devrait être candidat unique pour le congrès qui devrait se tenir et qu'il allait remplir encore pour quelques années, qu'à tout moment, l'irréparable pouvait se produire et que la succession allait s'ouvrir. Et ces gens se sont préparés. Un monsieur comme Maurice Kakou Gikawe, qui a été chef du secrétariat exécutif, qu'il est toujours, je crois, autour du président Bédié, qui a été quasiment le numéro 2 du président Bédié, a dû certainement préparer cela. Le corpus électoral, je crois que s'il y a quelqu'un qui maîtrise mieux ce corpus électoral, c'est bien Maurice Kakou Gikawe. Autour de lui, il y a les membres du cabinet du président.
dont le directeur de cabinet qui eux aussi ne sont pas véritablement, il n'y avait pas une sorte de cohésion autour du président Bédié. Et ces personnes, par exemple, ne sont pas avec Gikawe. Aujourd'hui, ces personnes aussi cherchent quelle est la personnalité autour de laquelle elles peuvent se retrouver pour pouvoir éventuellement avoir un nouveau président avec lequel ils vont partir. Ils ont, parmi eux, beaucoup aujourd'hui sont des tiamistes. Donc, du coup, la crise se polarise autour de deux personnalités. Quand vous regardez les passions sur les réseaux sociaux, c'est les pro-Gikawe et les pro-Tiam. Vous ne verrez pas de personnalité derrière IAC qui, jeune candidat éventuellement, cherche à se positionner. Il y a une question de positionnement. Mais vous ne verrez pas non plus de personnalité derrière Akosi Benjo, qui est l'une des figures de proue au niveau des candidatures. Quelquefois, quelques pics parlent de sa condamnation, mais la réponse qu'il donne, que certains donnent, que lui-même a dû donner, c'est qu'il a été condamné, certes, mais le PDCI-RDA a condamné cette condamnation et il a été promu vice-président par le président Bédié et même conseiller spécial du président Bédié. Du coup, il y a moins de débats sur sa personnalité. Moi, je me dis, mais là où il y a moins de débats, en plus, il a été clair, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles, sachant que s'il est candidat, cette condamnation va certainement peser pour la candidature, parce que là, c'est au niveau maintenant de la lutte pour l'État. Mais à l'interne, dans son parti, je crois que s'il y a quelqu'un, c'est un point de vue que je donne, le consensus peut se faire autour d'une telle personnalité pour pouvoir éventuellement rebâtir avec les autres cette formation politique. Parce qu'au-delà de tout, le PDCI ne doit pas imploser. C'est la démocratie. Et quand il sortira de là un consensus ou un candidat élu, tous les autres devraient être de bons perdants, de bons démocrates, s'aligner derrière lui pour préparer 2025. Ouais, docteur, le spécialiste de la communication politique, vous voyez cette bipolarisation? Oui, elle est naturelle, la bipolarisation. Et pour parler spécialement de Gikawe, je dirais que le procès Gikawe, si naturellement quelqu'un devait succéder à Henri Konan Bédié, c'est bel bien lui. Son image, sa posture, ses engagements, son expérience, tout militait pour lui. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas avec l'arrivée des Tiam. En réalité, il y a d'autres candidats. Ce que moi je perçois, je peux dire qu'il se peut que tout le monde se rallie à l'un ou l'autre des candidats pour que finalement on ait un duel Gikawe et Tiam. Ça peut aussi arriver s'il n'y a pas d'entente. Tous les candidats qui sont là peuvent diriger le PDCI. Mais les propos de Gikawe qui consistent à dire « je veux seulement la tête et non la présidentielle » ne marchent pas. Il peut se dédire après. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il est déjà président du parti. Donc, pour ne pas prendre des risques, les militants du PDCI savent que naturellement, depuis 75 ans, leur président est leur candidat. Comment pourrait-il changer cette donne-là? Même quand il y a la convention. C'est vrai qu'il y a la convention, c'est vrai qu'il y a les textes du PDCI, mais il y a aussi cette traçabilité historique qui suit le PDCI. Est-ce qu'ils sont prêts à changer de paradigme? Je ne crois pas. Je pense en réalité qu'il peut y avoir ce duel-là, ou bien le consensus se fera forcément autour de Tiam, qui, du point de vue des pédigrés des deux, il y a beaucoup d'éléments qui jouent en faveur de Tiam par rapport à Gikawe. Jérôme, oui. Je vais emprunter un peu le mot du professeur. C'est vrai, il y a deux thèses quand même qui s'affrontent aujourd'hui au niveau du PDCI. Il y a des candidats qui soutiennent que la présidentielle ne les intéresse pas, mais qui veulent seulement la présidence du parti pour essayer de travailler la machine pour aller à la présidentielle, et pour soutiennent aussi que non, il faut un candidat, comme l'a dit la traçabilité historique, voudrait que le président du parti soit le candidat historique du parti. Donc c'est un soutien. Ceux qui soutiennent qu'il faut le président du parti pour être le candidat voudraient Tiam. Et les autres disent non, il faut préserver le candidat du parti pour la convention, et il faut un président. Non, c'est ces deux thèses-là qui s'affrontent aujourd'hui au PDCI-RDA. Mais je pense que les militants, les congressistes sont quand même outillés. Ils ont été habitués à ces genres de situations, sont outillés pour pouvoir décider le 16 décembre, au cas où la conciliation ne se dégageait pas autour d'un candidat. Mais ils iront aux élections. D'accord, justement. Et on va suivre cette élection qui se tient le 16 décembre 2023. Et un autre sujet, se réjouit d'être de retour sur ces terres d'Afrique. Guillaume Soro d'y mettre ainsi un terme à son exil. On en parle avec David Soyo. Novembre dernier, Guillaume Soro a annoncé la fin de son exil. Selon lui, cette déclaration fait suite à la tentative de kidnapping dont il a fait l'objet à l'aéroport international d'Istanbul le 3 novembre dernier.
L'ex-président de l'Assemblée nationale accuse le pouvoir d'Abidjan qui aurait organisé son arrestation et son extradition par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire. Information aussitôt démentie par les autorités ivoiriennes et perçue par plusieurs observateurs comme une manière pour Guillaume Soro de ressurgir dans les débats à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Après sa déclaration, le lendemain, l'ancien Premier ministre ivoirien est reçu en audience à Niamey, au Niger, par le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger. À sa sortie d'audience, l'ex-président de l'Assemblée nationale a traduit sa reconnaissance au chef de la transition nigérienne qui lui a permis de fouler le sol africain après 5 ans d'exil. Un exil qu'il a conduit ces dernières années en Europe et en Asie. Apparu amaigri, Guillaume Soro semble toutefois déterminé à rentrer dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, en dépit des condamnations par contumace à 20 ans d'emprisonnement depuis 2020 pour recel et de détournement de deniers publics, puis à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, après avoir été accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire. Le 23 novembre dernier, l'ex-patron de la rébellion a rencontré le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Guillaume Soro poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest, une nouvelle posture perçue par les spécialistes comme une manière de faire briller son spectre sur la Côte d'Ivoire, quand d'autres s'interrogent sur les raisons de l'attitude de Guillaume Soro. Alors justement, sur les raisons, quelles sont les raisons profondes, selon vous, Félix Boni, de sa présence, sinon de son retour, il a dit lui-même, sur cette terre d'Afrique? Je pense que Guillaume Soro il fait de la communication politique et sur cette terre d'Afrique, cette terre c'est bien la Côte d'Ivoire. L'Afrique, chacun appartient à un territoire africain et cette terre c'est bel et bien en Côte d'Ivoire, affaire où Kofi Pledou il est parti. Alors Guillaume Soro qui met fin à son exil européen pour se retrouver aux portes de la Côte d'Ivoire. Vous regardez sur ses profils sur les réseaux sociaux. Guillaume Soro, ancien Premier ministre, candidat aux élections présidentielles de 2025. On ne reste pas au Niger pour être candidat aux élections présidentielles. Le monsieur, il a bel et bien l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire. Et il est venu, il est aux portes de la Côte d'Ivoire maintenant. Et tout le reste qui est en train de se passer, c'est que nous, ici, on n'a pas le sommeil tranquille parce que Guillaume Soro est dans des pays, notamment au Niger, il parcourt le Burkina. Il y a des informations, nous disaient qu'il aurait reçu un passeport diplomatique malien. Il peut certainement se rendre facilement en Guinée. Et tous ces pays autour de nous ne sont pas en odeur de sainteté avec nous. Et du coup, on peut redouter une base arrière qui puisse servir à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire par un autre moyen que, j'allais dire, d'autant plus qu'il n'a pas la possibilité de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui sans se faire choper parce qu'il a une condamnation qui plane sur sa tête. Alors aujourd'hui, je vois Guillaume Soro dans une posture de l'œuf et de la poule avec le président Ouattara. Vous avez vu aujourd'hui, même pendant que nous parlons, il a posté une image où il était Premier ministre, le président Ouattara était avec lui, où il décrivait que le président Ouattara était dans une posture de courtoisie, une sorte de docilité à l'époque, et que maintenant il est dans une posture un peu plus d'arrogance vis-à-vis de lui, Guillaume. Donc on se retrouve avec deux personnalités qui sont dans un chemin je pourrais dire une allégorie de l'œuf et de la poule, qui se rejettent, qui chacun se dispute la paternité de l'un et de l'autre, au point où personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Et pour l'instant, je dirais Guillaume qui ne veut pas mettre de l'eau dans son vin, d'autant plus que le président Ouattara aujourd'hui est dans la posture présidentielle et c'est vers lui qu'on peut éventuellement faire allégeance. Mais Guillaume n'est pas dans cette posture d'allégeance, du coup il est dans une posture frontale qui peut faire redouter de façon, j'allais dire, légitime à tous les Ivoiriens que ce Guillaume Soro est un élément qu'il faut craindre pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. On craint même pour notre fin d'année, parce que généralement en Côte d'Ivoire, on a connu les Noël en Côte d'Ivoire, Papa Noël, 99, on a même connu encore un deuxième, l'affaire du cheval blanc, je crois, et tout ça c'était encore en Noël, donc on craint pour notre fin d'année, et pour notre canne et pour notre tranquillité. Je crois qu'il y a de la psychose, parce que Guillaume Soro n'est pas dans des territoires qui sont quand même, qui nous permettent de dormir avec les yeux fermés tranquillement. Docteur Bamba, sur cette posture de Guillaume Soro, quels sont vos commentaires? Oui, bon, que dire, je voudrais d'abord lever un doute, c'est pas un doute, c'est ma conviction. Je crois que les gens sont dans une forme de fébrilité qui moi-même m'inquiète. Je me dis, c'est comme s'il n'y a pas d'éléments nouveaux autour, comme si le compteur de la Côte d'Ivoire était resté bloqué en 2002 ou en 2010,
il y a que, quand les gens font les commentaires, il y a toujours ce retour-là des spectres qui menacent notre pays. Bon, cela va de soi. Chacun peut-être a sa façon subtile de voir les choses ou bien sa façon claire de voir les choses. La posture de Guillaume Soro, pour moi, elle n'est pas nouvelle. Venir en Côte d'Ivoire, revenir sur cette terre, a été toujours son ambition. Il fait partie des exilés de la Côte d'Ivoire. Alors quand on s'exile, on part d'un point A à un point B, et lorsqu'on est dans le point B, on fait tout pour revenir au point A. Dans la mesure où on est audible et on est visible que dans le point A. J'aime à le dire à mes amis, lorsque vous allez à l'aventure en Europe, quand vous devenez riche, ce n'est pas ceux qui sont autour de vous en Europe qui savent que vous êtes riche. Vous êtes obligé de revenir chez vous à la maison pour qu'on sente qu'il y a un changement. Aujourd'hui, c'est le cas de Guillaume Soro. Il a envie de revenir en Côte d'Ivoire, donc ça, en sens, ce n'est pas nouveau. Malheureusement pour lui, ce sont ses positions, ses propos, ses postures, ses visites à des chefs d'État qui nous entourent. C'est tout cela qui milite à sa défaveur. Dans la mesure où, si on considère que communiquer, c'est négocier selon Volton, il va de soi que Guillaume Soro n'est pas dans cette posture-là. Il n'est pas dans la posture de la négociation qui lui permettrait en tout cas de créer une atmosphère de pacification, quelque chose de consensuel, peut-être ce mot est trop fort, mais faire en sorte qu'il puisse rentrer tranquillement sans qu'il y ait des bruits comme il est en train de faire. Par rapport au président Ouattara, il va de soi que, en tout cas, on n'a pas entendu parler. Il y a des gens peut-être qui parlent au nom du président Ouattara, je n'en ai pas vu. Il y a la réponse du ministre Koulibaly. Oui, ça c'est une réponse très officielle. Maintenant, entre cette réponse officielle et ce que Guillaume Soro est en train de faire, il y a vraiment une rupture. Je crois que dans sa position actuelle, vu sa traçabilité historique lui-même, tout ce qu'il a été dans cette nation mienne, il a un destin de feu, de la fessille à la rébellion, en passant par 2018 avec sa rupture en quittant le perchoir de l'Assemblée nationale. Il a un destin de feu. Et de tout temps, il s'est présenté à la Côte d'Ivoire comme quelqu'un qui est chaud, entre guillemets. Donc peut-être que c'est ce qui fait qu'on sent le spectre. En un mot comme en mille, sa nouvelle posture, c'est de revenir en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, sa négociation, elle n'est pas faite dans les règles de l'art pour apaiser le champ politique ivoirien, pour qu'on ne voit pas en lui ce spectre qui le représente. Jérôme? Comme l'a dit Félix Boni, Guillaume Soro fait en quelque sorte une communication politique. Mais moi, j'ai essayé d'analyser un peu les propos de Guillaume Soro quand il disait qu'il mettait fin à son exil au niveau de l'Europe. Il a une dernière phrase qu'il a prononcée, qu'il a tant contribué à la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ça m'a amené quand même à réfléchir. Est-ce que toute cette communication faite par Guillaume Soro, est-ce qu'on ne peut pas se demander, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est une appel des pieds quand même qu'il fait au pouvoir ivoirien pour que ce pouvoir-là lui tende la main? Parce que Guillaume Soro a fait 5 ans d'exil. Aujourd'hui, quand vous voyez parler de Guillaume Soro, il a bien envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Félix Boni, quand il parle de sa terre ancestrale, mais sa terre ancestrale, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Mali, encore moins le Burkina. Mais c'est la Côte d'Ivoire précisément, c'est Ferké. Donc Guillaume Soro a bien envie de rentrer. Mais comment rentrer? Il fait un appel des pieds au pouvoir ivoirien pour que peut-être le président Alassane Ouattara, qui était une fautiste, lui tente encore la main pour permettre à Guillaume Soro de rentrer. Mais la posture même de Guillaume Soro dans cette communication n'est pas bonne. Parce que ses propos, souvent, ça tend à une défiance du pouvoir. Il répond du tic au tac. Il devait quand même faire preuve d'un peu d'humilité. Un peu d'humilité vis-à-vis du pouvoir. Pour que ce pouvoir-là puisse analyser sa situation. Et pourquoi pas permettre à Guillaume Soro de rentrer. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a souligné le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles pour pouvoir construire ce pays. Et dans cette communication-là, Guillaume Soro pêche souvent par ses propos et souvent par sa posture. Et puis, il ne faut pas oublier, Guillaume Soro sait que d'ici 1 ou 2 mois, la Côte d'Ivoire sera sur le feu des rangs par rapport à la CAN. Donc, il a senti cette communication-là pour que l'on s'intéresse à lui. C'est vrai, il y a peut-être les Ivoiriens, les uns et les autres sont un peu fébrilles par rapport à la situation de Guillaume Soro, par rapport au pays qu'il fréquente. Vous savez, quand vous avez un pays comme le Niger, dirigé par des putschistes, quand on a le Burkina par des putschistes, le Mali par des putschistes,
Bon, la présidence de Guillaume Soro là-bas, naturellement, les Ivoiriens seront fébriles. Donc je voudrais dire au professeur que naturellement, les Ivoiriens seront fébriles quand on voit Guillaume Soro là-bas. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut vraiment analyser sa posture et voir s'il y a possibilité. Moi je dis, s'il y a possibilité pour le pouvoir ivoirien de lui tendre encore la main, d'essayer. On ne sait jamais. L'ancien Bakayoko Jérôme Dri disait qu'il y avait une main tendue, une sorte de main tendue de Guillaume Soro en attendant une réponse d'Abidjan. Sous pensée? Moi, tout à l'heure, mes côtes ont failli rompre de rire quand j'ai entendu le professeur Bamba dire que Guillaume Soro a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je ne pense pas. Parce que la posture que Guillaume Soro adopte, je ne pense pas que ce soit la posture de quelqu'un qui veut entrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est aujourd'hui spécialisé dans quoi? Dans l'irrévérence, dans la défiance et dans les invectives. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous avez vu le discours qu'il a tenu hier où il parlait de mandat inconstitutionnel du président Alassane Ouattara. Le pouvoir constitutionnel. Oui, le pouvoir, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Il a parlé de mandat de pouvoir inconstitutionnel. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut rentrer, c'est ce discours guerrier qu'il doit tenir. Mais moi, quelqu'un d'autre a parlé de paternité, de reconnaissance de paternité. Mais quand même, Guillaume Soro vient quand même d'une sociologie, il vient de la région du Nord. Je ne pense pas que là-bas, c'est les enfants qui deviennent le père des pères. Ça, je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est lui qui doit avoir une posture modérée, d'humilité. C'est vrai que nous sommes en politique, mais c'est lui qui doit quand même comprendre qu'il a en face de lui d'abord un aîné. Si nous allons sur le plan sociologique, même sur le plan politique, il est aussi, Alassane Ouattara aussi également son aîné. Donc, il devrait pouvoir quand même avoir une posture modérée. Alors, quand on parle de fébrilité, je ne pense pas qu'aujourd'hui les Ivoiriens, l'armée, la Côte d'Ivoire est dans son rôle régalien de surveiller ses frontières. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que Guillaume Soro puisse avoir l'infrastructure en personnel humain, l'infrastructure diplomatique pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je n'y crois pas. Sans doute, il peut avoir une infrastructure militaire pour le faire parce qu'il s'est lié d'amitié avec les régimes qui sont en conflit avec la communauté internationale et probablement, bien sûr que la Côte d'Ivoire fait partie de cette communauté internationale, donc qui s'est lié d'amitié avec les gens qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le régime d'Abidjan. Donc, quand on associe tout ça, on ne peut pas me dire que Guillaume Soro a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Je pense que Guillaume Soro a envie de perturber, créer la psychose pour les gens de faible conscience ou bien qui ont peur. Il veut faire peur aux gens à la veille de la Coupe d'Afrique, mais ça n'ira pas plus loin. Parce que Guillaume Soro, d'où tire-t-il sa légitimité? Quel est son personnel qu'il va utiliser? Peut-être les djihadistes? Les djihadistes, mais ces djihadistes aujourd'hui sont en quarantaine, sont quasiment en quarantaine avec la prise de Kidal. Donc je ne vois pas où Guillaume Soro ira prendre ses infrastructures en personnel. Peut-être que par procuration, les autres armées des trois putschistes vont se mettre ensemble pour trouver du personnel militaire pour Guillaume Soro. Mais là, ce serait un casus belli. Donc je pense qu'aujourd'hui, Guillaume Soro devrait faire profil bas, comme il parle de réconciliation nationale, il doit effectivement adopter une posture de réconciliation nationale, comprendre que la Côte d'Ivoire est au-delà aujourd'hui de cette belligérance militaire. Et ce disque-là est passé. Et Afin-Guessan a parlé de pérégrinations. Oui, ce sont des pérégrinations. Il faut que Guillaume Soro comprenne qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une nouvelle dynamique. Nous sommes dans un nouvel environnement politique et il doit comprendre que le passé est passé et qu'aujourd'hui, la posture qu'il adopte est antidatée. Je pense que oui, Félix. Mais moi, parlant de fébrilité, professeur, il y a de quoi à ce que des gens soient fébriles. D'autant plus que le pouvoir lui-même montre que, quelque part, il ne faut pas négliger cette posture de Guillaume Soro. Je crois que ce samedi 25 novembre, il devrait y avoir à Abidjan une activité, une manifestation du COJEP de Blé Goudé qui a été annulée pour des questions de sécurité parce que le contexte est suffisamment sensible. Et ce contexte est sensible par rapport à quoi? Jusqu'à ce qu'on entende les bruits de Guillaume Soro aux portes de la Côte d'Ivoire, on avait un contexte pratiquement tranquille, on préparait tranquillement notre canne et nos fins d'année et tout. Donc ceci montre que le contexte trouble aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Vous voyez son dernier discours, le tout dernier discours, il le termine. Et c'est là que je parle de l'allégorie de l'œuf et de la poule. Alors Guillaume Soro est dans une posture où il pense que c'est lui qui a fait le président Ouattara. C'est grâce à moi que tu es devenu président. Et le président Ouattara également qui pense que Guillaume Soro
n'aura été pour rien. C'est son destin, c'est sa trajectoire politique normale qui l'a amené là-bas. Donc aujourd'hui, c'est cette crise-là qui existe entre le père et le fils, celui qu'on appelle le père, ce qu'on appelle le père et le fils. Mais voyez comment il chute son texte de ce dimanche. Et il montre les deux images et il dit la retourne. C'est-à-dire, il termine pour dire la retourne, comme quoi la roue peut encore tourner, et lui sera dans une posture ou l'autre sera dans sa posture actuelle. Tout ceci constitue des menaces à peine voilées qui montrent que Guillaume Soro veut bel et bien rentrer en Côte d'Ivoire, mais pas par le même chemin que Blé Goudé et les autres exilés qui sont rentrés. Il faut avoir l'honnêteté de le dire aussi quand on est en face des Ivoiriens. Docteur Bamba. Bon, nous sommes dans un État organisé. Ceux qui sont au pouvoir ont la pleine conscience que quand on gère un régime, il y a des choses qui sont des invariants, comme avoir une armée, comme avoir un territoire en sécurité. Donc ceux qui ont leur pouvoir savent ce qu'ils sont en train de faire pour maintenir le pouvoir et en tout cas faire en sorte que les Ivoiriens soient en paix. C'est normal que par rapport aux propos que nous entendons, pour tous ceux qui sont abonnés aux réseaux sociaux numériques, il y a cette fébrilité. Sincèrement, je ne le suis pas. Je me dis, c'est une tempête au bord de la Côte d'Ivoire, fait par un de ses fils. C'est son droit le plus absolu. Il le fait et c'est souvent, toutefois, il le fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas cette capacité-là de retourner dans l'histoire restante de la Côte d'Ivoire pour dire que de tout temps, Guillaume Soro et en tout cas tous ceux qui sont autour de lui ont agi de la sorte. Moi, j'ai encore le souvenir d'octobre 2020 pour tout ce que Guillaume Soro disait par rapport à l'élection présidentielle. Jusqu'à ce que le 30 octobre 2020, l'élection se passe, on lui dit, tu as dit qu'il n'y a pas d'élection. Il dit oui, mais je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de vote. Bon, vous voyez, ces entourloupes langagières, moi, me permettent vraiment d'être à l'aise. Je me dis de tout temps, l'homme a parlé comme ça, ce n'est pas nouveau en tant que tel. Maintenant, vu les circonstances, il est peut-être aussi normal que d'autres personnes pensent autre chose, mais pour moi, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau. Je ne pense pas que Guillaume Soro puisse, en tout cas dans l'état actuel des choses, déstabiliser la Côte d'Ivoire comme il se. Sauf s'il y a une réaction en plus, peut-être Non, une non, minute. Jérôme d'abord. Je vais dire que je vais rebondir sur ce que le professeur a dit. En une minute. En une minute, et citer l'allégorie du bébé et de la maman. C'est-à-dire quand le bébé sent que la maman... Après, l'œuf et la poule. Hein. Voilà, l'œuf et la poule. Moi, c'est le bébé et la maman. Quand le bébé sent que la maman ne s'intéresse pas trop à lui, il crie. Il crie pour qu'on s'intéresse à lui. Donc, je me dis que c'est cette posture que Guillaume Soro prend aujourd'hui pour qu'on s'intéresse à lui. Parce que 5 ans d'exil, il était presque oublié. Donc, il faudrait qu'on s'intéresse à lui pour l'amener quand même à... Bon, c'est pas... lui tendre la main pour qu'il puisse trouver une situation pour qu'il puisse rentrer. Mais je ne crois pas que dans la posture actuelle, Guillaume Soro vise encore à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là, vraiment, je ne crois pas ça. Oui, l'ancien Bakayoko, il faut éviter de se faire peur, plus qu'il en faut. Il faut éviter de se faire peur, il faut éviter de créer la psychose, parce qu'en réalité, les Ivoiriens qui ont une lecture profonde de la situation ivoirienne, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, toi, tu parles de l'allégorie de l'enfant qui a besoin de s'allaiter, qui doit pleurer. Oui, mais s'il pleure, il n'a pas besoin de chercher à couper les seins de sa maman. Merci. Bien Bon, dit. alors, messieurs, on va sortir de là et dire un mot sur ces bruits de bottes en Sierra Leone. Bon, alors ça s'est passé, le gouvernement rassure, tout se passe bien. Félix Boni? Ben, le gouvernement rassure, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est encore et encore l'Afrique de l'Ouest. On a déjà 4 pays déstabilisés tenus par des militaires, encore des bruits de bottes en Afrique de l'Ouest. Il y a de quoi désespérer. Les armes, ça ne construit pas les ponts, ça ne construit pas les routes, ça ne donne pas à manger, ça ne fournit pas du travail. Je crois que c'est trop en Afrique de l'Ouest. Il faut que la CEDEAO essaie de se réunir de façon plus, pertinente, faire des réunions, des rencontres plus pertinentes pour déceler réellement quelles sont les causes de ces déstabilisations successives, intempestives, et véritablement trouver des solutions, faire des propositions pour qu'on en sorte. Parce que ce soit toujours dans notre espace, il y a de quoi désespérer. Docteur Bamba. Oui, désespérance par rapport surtout à la démocratie, parce que je sais que l'année dernière, il y a eu des élections en Sierra Leone, donc il y a un nouveau pouvoir. C'est vrai que le président a rempilé. Donc en tout cas, pour ce que nous savons de ces pays-là, rien n'est présagé de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Espérons que ça ne va pas aller plus loin que cela. Mais l'Afrique de l'Ouest reste quand même une sorte de chaudron. Nous ne comprenons pas pourquoi. Il faut peut-être chercher les vraies causes pour dire que c'est la région de l'Afrique où il y a plus de coups d'État depuis 1960. On a pensé qu'avec le vent de la démocratie, il y avait un apaisement.
apparemment Nini, on continue encore dans ces postures-là. Je crois que ce n'est pas bien pour nous. Je voulais quand même attirer l'attention de la CEDEAO. Ce qui s'est passé à la Sierra Leone, ils sont contentés de communiquer comme ils le font habituellement. Et il faut qu'ils partent au-delà des communiqués pour pouvoir prévenir ces genres de situations. C'est-à-dire organiser des assises avec, pourquoi pas, les États pour prévenir ces genres de situations. Parce que quand souvent les GEM commencent, la CEDEAO se contente de... La CEDEAO ne dit rien, il y a un laxisme au niveau de la CEDEAO. Dès que ça se produit, il y a des communiqués et puis bon, vous voyez la suite. Il faudrait que la CEDEAO puisse analyser profondément ces situations-là pour que l'Afrique de l'Ouest sorte définitivement de ces coups d'État. La CEDEAO n'a rien à analyser. C'est ce que nous disons tous les jours. Il faut éviter la banalisation du coup d'État. Aujourd'hui, il y a une certaine classe politique qui, faute de pouvoir entrer dans les palais présidentiels par les urnes, veulent forcément y rentrer par les armes. C'est-à-dire qu'ils veulent banaliser le coup d'État. Et c'est pour ça que tous les jours, nous décrions ici, tous les jours, qu'il ne faut pas banaliser le coup d'État. Parce que le coup d'État ne peut pas devenir le mode d'accession au pouvoir. Vous dites que la Sierra Leone, c'est un pays fragile. Le même Julius Maada Bio, le président Julius Maada Bio, a déjà été victime de tentatives de coup d'État il y a moins d'1 an, où des officiers ont été arrêtés. C'est un pays relativement fragile. Mais le fond du problème, ce n'est pas des assises qui sont nécessaires, c'est qu'il y a des aventuriers qui pensent qu'aujourd'hui, on peut devenir président de la République sans passer par le scrutin, sans passer par le suffrage universel. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et heureusement, nous espérons que ça reste justement des bruits, comme l'a rassuré le gouvernement sierra-léonais. Merci Lansine Bakayoko, Jérôme Ndri, Félix Boni, Dr Bamba. Merci à vous de nous avoir suivi cette émission réalisée par Fofana Mamadou. Merci à David Soyo pour les reportages. Merci à toutes les équipes techniques autour. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.